Après le mariage pour tous, après la réforme du collège, le nouveau champ de bataille idéologique en France est pavé d'oignons sans i et de nénuphars avec un F. Vous voulez gâcher un dîner en famille? Eh bien, il suffit de soulever le débat très clivant sur la fameuse réforme de l'orthographe. Mais au fait, cette réforme, si elle passait, est-ce qu'elle devrait être appliquée en Suisse, au Québec ou encore en Belgique? On va en parler ce soir avec un grand linguiste, Jean-Marie Klinkenberg. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc wallon, vous venez de Belgique, vous êtes le président du Conseil supérieur belge de la langue française. Vous êtes aussi membre de l'Académie royale de Belgique. On va essayer de comprendre avec vous si on se dirige, pourquoi pas, est-ce que l'on ne souhaite pas vers un schisme francophone. Peut-être d'abord, vous venez de le voir dans l'actualité, il y a la disparition de Boutros Boutros-Ghali, grand défenseur de la langue française. Vous l'avez déjà rencontré? Oui, je l'ai rencontré un très grand nombre de fois, et notamment j'étais membre du Haut Conseil de la francophonie, une sorte d'aréopage international, dont il était le secrétaire général, après avoir été secrétaire général de la francophonie. Donc je l'ai fréquenté, oui. Alors cette réforme de l'orthographe en question, on va essayer d'être très précis. En fait, elle date très précisément en France de 1990. Elle apparaîtra prochainement dans certains manuels scolaires. Je disais nénuphar, c'est peut-être l'exemple qui a été le plus cité, caricatural. On peut dire aussi s'entraîner, plus d'accent circonflexe sur le i. Certains bondissent, et vous? Pardon? Certains bondissent à l'idée de voir ces mots orthographiés de la sorte, et vous? C'est très curieux, en effet, toutes ces réactions, puisque, comme vous venez de le dire, il y a un quart de siècle que cette réforme, et je mets des guillemets à réforme, ce n'est pas une réforme, c'est un simple émondage, c'est une simple rectification. On a éliminé un certain nombre de scories, d'anomalies, d'irrégularités dans notre orthographe extrêmement difficile. Ça s'est fait de manière extrêmement sérieuse, et l'Académie française avait donné son aval à l'unanimité. Les grands fabricants de dictionnaires y avaient mis la main, et les différents conseils de la langue qui existaient à ce moment-là dans la francophonie avaient donné leur bénédiction à ces rectifications qui ne sont pas très importantes. Ça touche à peu près 800 mots, dirait-on. Et sur un texte, disons sur 10 pages, vous avez 4 ou 5 rectifications, pas beaucoup plus. L'Académie française que vous venez de citer a pris position, est sortie de son silence ce week-end pour dire ne touchons surtout pas à l'orthographe. Alors pourtant, vous dites qu'ils avaient accepté ce changement en 90. Évidemment, c'est un peu étonnant, en effet. Sans doute qu'ils dormaient à ce moment-là, ou qu'ils viennent de se réveiller, ou c'est le contraire. Maintenant, c'est en dormant qu'ils viennent de faire ce document tout à fait surréaliste où on dit c'est l'usage qui doit déterminer ce quoi doit être l'orthographe, mais allez-y, vous, avec votre usage. Nos petits écoliers ont des usages, mais on appelle ça des fautes. Donc actuellement, il y a un appareil, il y a des appareils qu'on peut appeler des appareils d'État ou des appareils idéologiques qui imposent l'ordre de l'orthographique. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a un usage libre, n'est-ce pas? Donc il y a des spécialistes qui se sont mis autour de la table, invités par le gouvernement français à l'époque, qui a pris cette initiative pour proposer quelques aménagements. Vous êtes pour, que l'on comprenne bien ce soir Oui, je pratique cette orthographe réformée dans mes propres ouvrages. Parfois, certains lecteurs ne s'en rendent pas compte, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des aménagements. Par exemple, un de mes éditeurs, un beau jour, lors d'une réunion, me dit « Tiens, j'ai quelques difficultés avec cet ouvrage où chacun a des orthographes différentes. Moi, j'ai encore jamais publié. » Je me dis « Vous avez déjà publié 3 livres en nouvelle orthographe, au moins 3 livres à moi. » Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Alors, il s'agit pour notamment le gouvernement français et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, en France, de lutter contre l'échec scolaire. Quand vous parliez mieux vaut cela, mieux vaut changer que des fautes, c'est ce que vous dites. Vous pensez que ça peut être un facteur positif dans la lutte contre l'échec scolaire ? Évidemment. L'orthographe, avec sa complexité, représente un coût social et un coût scolaire, un coût pédagogique énorme. Et lorsque l'on dit que cela va constituer une aggravation, on va tirer les gens vers le bas, c'est pas du tout ça. Au contraire, lorsqu'un passage à niveau fait des morts, on ne demande pas aux gens de sauter par-dessus en faisant des sauts périlleux. On rectifie le tracé du train et le passage à niveau. Ici, il s'agit de corriger tant soit peu quelques scories de cette orthographe extrêmement complexe qui est la nôtre. Les détracteurs disent changer les mots à défaut de pouvoir changer les choses, juste pour finir sur cette question de l'échec scolaire.
Écoutez, les mots sont extrêmement importants. C'est à travers eux que nous abordons l'univers, que nous créons notre univers et que nous entrons en contact. C'est capital. Alors nous, en tous les cas, au-delà du débat franco-français, ce qui nous intéresse à TV5 Monde, c'est bien entendu celui éminemment de la langue, au sens propre du terme, et de la francophonie. Parce qu'au fond, que l'on soit pour ou contre, si en France, il y avait un jour une grande réforme, on a bien compris que vous y avez mis des guillemets, aujourd'hui ce n'est pas une réforme, mais il y a des changements, est-ce que les Québécois, est-ce que les Belges, votre pays, est-ce que la Suisse également, doivent s'y soumettre, doivent s'y plier? Comment ça marche? Il est évident qu'il doit y avoir une concertation, et actuellement, il y a une concertation. Déjà, en 1990, lorsque l'on a fait sa rectification, je vous l'ai dit, l'initiative partait de la France, mais les conseils de la langue qui existaient déjà à ce moment-là, c'est-à-dire le belge et le québécois, avaient été saisis, avaient étudié la question et avaient remis leurs notes. Aujourd'hui, il y a une concertation entre les États francophones qui ont des organismes de gestion linguistique. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup, il n'y en a que 4, la Suisse romande, la Belgique francophone, le Québec et la France. Nous nous voyons une fois par an pour échanger des informations, pour éventuellement faire des projets, mettre au point des projets ensemble. Ça s'appelle l'OPAL, je suis assez fier d'avoir trouvé ce nom. Ce sont les organismes de politique et d'aménagement linguistique. Et un des combats de l'OPAL, pour le moment, ce serait de susciter la création de tels organismes dans les pays du Sud, afin que la langue française ne reste pas la propriété des pays du Nord. Alors ce débat soulève aussi le rapport de la langue française aux autres langues. Nous avons posé la question à François Grain, président de la délégation à la langue française. J'aimerais lire une partie de sa réponse, J'aimerais lire une partie de sa réponse, si vous le voulez bien. Il dit, quand on parle de réforme de l'orthographe, il s'agit d'une question de corpus de la langue, donc d'une langue apparemment en tant que telle, et pour elle-même. Mais les questions de corpus, poursuit-il, sont au fond secondaires, car ce qui compte, c'est le statut, la position d'une langue par rapport aux autres. La vraie question est donc plutôt de savoir si la réforme de l'orthographe fait du bien au français dans son positionnement, souvent en concurrence avec d'autres langues. Êtes-vous d'accord avec lui? Je suis tout à fait d'accord avec mon ami et collègue François Grain. Ce qui compte pour nous, c'est que le citoyen puisse se réapproprier cet instrument qu'est la langue, qui est un outil qui est fait pour lui, dans sa vie sociale. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il puisse vivre sa vie professionnelle dans une langue moderne, qui ne soit pas simplement la langue de la haute couture et de la sauce béarnaise, mais qui soit une langue qui nous permette d'affronter le XXIe siècle. Jean-Marie Klinkenberg, vous êtes, je le disais, linguiste, parlons du corpus justement. Le débat est clivant sur cette question de la réforme de l'orthographe, mais est-ce que ce n'est pas plus simplement dans la nature des choses d'une langue d'évoluer, vous l'avez dit, et au-delà de changer quelques mots, comment une langue peut-elle évoluer pour justement faire face à la concurrence notamment de l'anglais? Oui, mais voilà, il y a aussi donc ces questions de corpus qui sont la terminologie. Pour le moment, les sciences et les techniques génèrent une richesse lexicale extraordinaire. Il faut, rien que pour les sciences du vivant, il faut jeter sur le marché à peu près 200 000 mots par an. Donc c'est une question de concertation. Si nous voulons que notre langue puisse dire le futur, il faut évidemment que nous puissions l'adapter, c'est-à-dire l'enrichir de ces terminologies, exactement comme le latin jadis l'a fait en imitant le grec. Et cette petite langue de quelques bergers et brigands du Latium est devenue la grande langue que nous connaissons. Donc si nous voulons garder la modernité du français, il y a en effet un très gros travail à faire, beaucoup moins spectaculaire que celui de l'orthographe, comme vous l'avez dit. L'orthographe, c'est une question de dîner, en effet, et de propos de café, presque. Mais le gros travail, par exemple, de la création d'une terminologie moderne pour les sciences et les techniques, qui se fait dans les officines que sont les conseils de la langue partout dans le monde, et dans la francophonie organisée aussi, c'est évidemment un enjeu crucial. Mais la langue française a donc beaucoup évolué, hein. L'accent circonflexe ne vient pas de nulle part. Dans quelle mesure, justement, une langue peut évoluer, encore une fois, soyons précis, sans la dénaturer? Parce qu'au fond, si on parle d'orthographe, on pourrait très bien dire aussi qu'on enlève le S du conditionnel, on pourrait très bien dire jusqu'où on va. Et vous, dans vos organismes, comment vous travaillez? Comment faire? Ça veut dire quoi, dénaturer une langue? Aujourd'hui, imaginons quand ces Romains dont je viens de parler reviennent du passé, il va dire, qu'est-ce que c'est que cette langue? On a perdu une belle déclinaison. Nous parlons latin, vous et moi pour le moment. C'est un latin qui a évolué, simplement il a changé ses véritables mécanismes. Aujourd'hui, c'est la place des mots, ce sont les prépositions qui nous indiquent la fonction, alors que jadis, c'était les déclinaisons. Donc un puriste latin dirait, ma pauvre langue latine a perdu ses déclinaisons. Donc il y a pas mal de gens qui, en matière de langue, sont
sont attachés à un état passé de la langue et ils ne voient pas que le monde est en train de changer autour d'eux. Donc, ce qu'on doit faire, c'est le faire sur les points où un consensus est possible, parce que c'est ça qui est important. Il faut que le citoyen, l'usager de la langue, sache que c'est pour lui qu'on travaille. Si, en effet, il a l'impression qu'on ne travaille pas pour lui, évidemment, c'est un échec. C'est pourquoi les questions de corpus sont extrêmement délicates. Ouais. Il s'agit toujours de respecter. C'est pourquoi, personnellement, ce n'est pas mon cheval de bataille principal, la question de l'orthographe. Je bataille davantage pour que, je ne sais pas moi, la déclaration d'impôt soit lisible par le contribuable et que les jugements en justice soient compréhensibles par le justiciable. Et que la langue française soit mieux partagée partout dans le monde. Qu'en est-il, par exemple, aussi du français que l'on parle dans les pays francophones d'Afrique, notamment, dans certains d'Asie, même si c'est plus rare? Comment s'en inspirer aussi et tenir compte de cet apport? Voilà. La langue française a évolué en intégrant des mots d'origine étrangère. C'est un très bel exemple, car la connaissance que nous commençons à avoir de manière internationale sur la création langagière dans pas mal de pays, qu'il s'agisse du Québec ou qu'il s'agisse d'un certain nombre de pays africains, nous montre comment une langue peut s'approprier son nouveau milieu, s'approprier le milieu, dire ce milieu en restant adéquate au monde contemporain. Donc c'est une grande leçon que nous recevons d'outre-Méditerranée et d'outre-Atlantique. Bon, en gros, si on vous comprend, on n'en est pas un schisme linguistique dans le monde de la francophonie. Pas. Et la concertation est constante. Merci beaucoup, Jean-Marie Klinkenberg. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil supérieur belge de la langue française, membre également de l'Académie royale de Belgique. Merci de nous avoir aidés à mieux comprendre ce sujet.